Bonjour tout le monde. On va commencer la présentation pour aujourd'hui. Il y a encore des gens qui se joignent à nous en ce moment, mais c'est correct. Bon, on va se présenter. L'essentiel va être retenu quand même. Merci beaucoup d'être là en grand nombre. C'est très intéressant. Le sujet est définitivement d'intérêt. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi. On représente Dell Technologies. Je me présente, Jonathan Tremblay. Je suis chef d'équipe des ventes pour secteur public, toutes les technologies qui sont afférentes au centre de données. Et je suis accompagné de mon collègue Régent Carrier. Oui, bonjour tout le monde, Régent Carrier. Moi, je m'occupe principalement de l'éducation des centres de recherche. Donc, pour nous, l'intelligence artificielle, ça fait quand même assez longtemps qu'on est là-dedans. L'avenue de la générative AI, comme on dit, l'intelligence artificielle générative, est quand même assez nouveau pour à peu près tout le monde. Au niveau de la recherche, on en a beaucoup. Donc, je suis grandement impliqué au niveau de solutions qui est HPC AI pour le secteur public aussi. Merci, Régent. Pour la présentation d'aujourd'hui, on a un agenda spécifique. On va d'abord couvrir pourquoi. Puis là, en passant, on va dire AI génératif, intelligence artificielle générative, Gen AI. Ces termes-là sont interchangeables. On ne prévoit pas nécessairement lequel on va utiliser, mais ils veulent tous dire la même chose. En bref, c'est une technologie qui est très, très pertinente aujourd'hui. On va essayer de couvrir rapidement pourquoi aujourd'hui cette techno-là est si pertinente. On va couvrir rapidement quelles sont les différentes formes d'intelligence artificielle, quelle est la distinction entre le Gen AI et les autres formes. On va explorer quelques cas d'utilisation à très haut niveau, beaucoup de place à créativité, innovation dans ce domaine-là. On va couvrir les différents stages spécifiquement au niveau du Gen AI, lesquels vous concernent, lesquels ne vous concernent pas. On va regarder toutes les implications, ou du moins quelques implications non technologiques, l'aspect d'éthique, et on va couvrir les solutions intégrées. L'idée ici, c'est un peu trancher du très haut niveau Gen AI, puis de vous donner l'opportunité d'explorer comment est-ce qu'on exécute une stratégie d'intelligence artificielle générative concrètement. C'est notre intention. Pourquoi l'AI générative est si importante maintenant? Vous avez entendu parler de ChatGPT, c'est l'instigateur de la situation dans laquelle on se retrouve au niveau de cette techno-là. Donc, essentiellement, ça part de l'usage qu'on en fait tous. La population utilise les outils de Gen AI de façon très étendue et ramène ça au bureau. Donc, on voit 91% des gens affirment utiliser l'intelligence artificielle d'une façon ou d'une autre d'un côté personnel. 71% ont ramené ça au bureau. Donc, évidemment, ça crée une pression sur les organisations pour offrir des nouvelles solutions entourant cette techno-là, mais aussi encadrer l'usage de cette technologie-là dans les différentes organisations. On voit aussi, on a beaucoup de feedback entourant justement l'encadrement, les risques, la sécurité sur cette forme de technologie. Est-ce que je peux me permettre une question? C'était pas prévu, mais je t'en prie. Oui, je sais. Ben oui. Qui a déjà utilisé ChatGPT? Levez la main. Intéressant. Parfait. On avait Qui a déjà des cas d'usage dans l'entreprise qui aimerait utiliser? Ouh, quand même un peu moins, mais je vois quand même des mains levées. Merci beaucoup. Ça nous aide à cibler un peu l'audience. Excellent. Avais-tu d'autres questions? Non. Parfait. On improvise un peu, c'est ce qui rend ça le fun. Intelligence artificielle, 45% des investissements en intelligence artificielle sont attribuables à l'adoption de ChatGPT, la popularité qu'il y a eu entourant de cette technologie-là. 75% des entreprises vont l'utiliser dans le but d'améliorer leur processus existant, augmenter l'efficacité. Et fait intéressant, en termes de développement d'applications ou de web, d'ici 2026, 60% des applications vont avoir été créées partiellement ou en partie avec l'AI génératif. Quand même assez transformateur. Puis, un des éléments clés de cette technologie-là, c'est la quantité et la qualité des données qui sont utilisées pour activer les algorithmes qui sont développés. Donc, il faut vraiment garder un aspect. Les données, c'est essentiellement les racines de la Gen AI. L'intelligence artificielle, en marge de ce qu'on vient de dire là, c'est déjà utilisé à grande échelle dans toutes les industries. On va couvrir quelques formes d'intelligence artificielle. Il y en a plusieurs, mais sachez que sans nommer tout ce que vous voyez à l'écran, sachez que c'est déjà utilisé à très grande échelle à travers différentes industries, gouvernements, secteur public et même du point de vue personnel.
Donc, on trouvait ça vraiment important de reprendre les choses à la base parce qu'on parle de Gen AI, on ne veut pas commencer à mélanger les termes. Donc, on va faire un petit peu de théorie juste pour ramener ça à la base. L'intelligence artificielle, c'est essentiellement des algorithmes qui sont créés pour réaliser des tâches qui nécessitent normalement une intelligence humaine. Quand on regarde les différentes formes, la première catégorie qui englobe la plupart des algorithmes d'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage machine. L'apprentissage machine, c'est essentiellement des algorithmes qui permettent de répondre à des problèmes sans programmation explicite reliée à ce problème-là. Un exemple théorique, c'est un arbre de décision. Vous êtes probablement familier avec ce concept. C'est essentiellement l'idée de pouvoir classifier en fonction de certains critères de façon automatique. C'est un entraînement supervisé et le résultat est prévisible. Je vous donne un exemple. Si on veut catégoriser un chat, généralement, on va regarder les caractéristiques communes. 4 pattes, 2 oreilles, un cri commun. Je ne ferai pas miaou sur la scène ce matin. Non, je pensais que tu faisais wouf wouf, par exemple. Non, non, ça sera pour une autre présentation. Mais on est capable, avec ces caractéristiques-là, de déterminer qu'il s'agit d'un chat en termes de classification. À l'intérieur de l'apprentissage machine, un sous-ensemble, c'est l'apprentissage profond. Deep learning en anglais, c'est essentiellement des réseaux de neurones artificiels qui sont utilisés pour faire essentiellement un travail similaire, classification, catégorisation. L'entraînement peut être supervisé et non supervisé, c'est-à-dire qu'on connaît le résultat ou non. Et encore une fois, c'est principalement de l'aide à la décision, de la classification, de la catégorisation. Si je reprends mon exemple du chat, j'aime les chats, en passant. Vous l'aurez compris. Et quand on prend une image, on la passe dans un réseau de neurones, on a le résultat à ce moment-là qu'effectivement, il s'agit d'un chat. Mais on n'a jamais indiqué à l'algorithme comment catégoriser l'image en question. C'est l'algorithme d'apprentissage qui s'occupe de faire ça. Maintenant, quand on parle d'IA générative, quelle est la distinction entre qu'est-ce qu'on vient de voir et cette nouvelle technologie-là? Le volet génératif est quand même important, c'est la création de nouveaux contenus reconnaissables par l'humain. C'est essentiellement ça la différence. Donc, au lieu de catégoriser, classifier, on va utiliser la connaissance d'un algorithme pour créer du nouveau contenu. Je reviens ici avec des exemples. LLM, Large Language Model, ChatGPT, des algorithmes pour passer du texte à l'image, du texte aux vidéos, ou l'inverse, de prendre du texte, des images et transformer ça dans un autre format où on va créer du contenu. Donc, je reprends mon exemple. 3 chats, on envoie ça dans un algorithme d'apprentissage au niveau Gen AI. Et comment est-ce qu'on interroge essentiellement l'algorithme? C'est on va lui demander de créer du nouveau contenu. Donc, si on lui dit « montre-moi un chat », l'algorithme va être en mesure de créer un nouveau chat qu'il n'aura jamais vu avant et que ce soit complètement compréhensible du point de vue de l'humain. Donc, c'est un peu ça la distinction entre les 3 modèles principaux d'intelligence artificielle. Fait que quand on pense comment est-ce qu'on adresse les différentes technologies ou les différents défis, les différents projets auxquels vous faites face, il y a traditionnellement toujours eu les 2 premières formes d'intelligence artificielle avec ce qui vient avec. Donc, quantité de données, il faut être en mesure de focusser sur la détection, la classification. On a besoin d'avoir un certain échantillon de données pour entraîner les algorithmes. Maintenant, avec l'IA génératif, on ouvre de nouvelles portes. Ça ouvre de nouvelles opportunités en créant du nouveau contenu. Donc, l'idée ici, c'est de produire autre chose que juste des décisions, de la catégorisation, de la classification, mais c'est de l'assistance à création de textes, images, vidéos, etc. Ce qui distingue un peu les 2 modèles, c'est que l'IA génératif a des requis un petit peu plus grands, vu la complexité, puis on va couvrir ça dans quelques diapositives suivantes. Ça vient avec des requis. C'est un peu ça qu'on va chercher à adresser tout à l'heure dans le reste du contenu de la présentation. Ça vient avec des requis d'infrastructure, de modèles, d'applications, comment est-ce que les développeurs utilisent cette nouvelle technologie-là. Donc, il y a des implications qui viennent pour utiliser l'une versus l'autre des technologies d'intelligence artificielle. Bon, les cas d'utilisation, on est à la recherche, je pense, dépendamment d'où est-ce que, quelle verticale vous venez, quelle organisation pour laquelle vous travaillez, de trouver des cas d'usage qui seraient pertinents. Vous en avez toute une liste là. C'est des cas généraux. Il y a beaucoup de place à de l'innovation et de la créativité dans ce champ d'expertise-là. Et je m'attends à ce que cette liste-là se raffine
grandissent à travers le temps. Mais c'est impossible de couvrir tous ces cas d'usage-là dans une présentation de 45 minutes. Donc, j'en ai sélectionné quelques-uns pour 3 secteurs, 3 verticaux particuliers. Si on pense au secteur public, on a des chatbots, support au centre d'appel, dans le fond, la création de budget. Vous m'excuserez, budgétisation ce matin. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas voulu sortir. Mais pensez secteur public, pouvoir interagir avec un agent public automatisé pour diriger le citoyen à travers les différents outils que le gouvernement ou une ville donne à disposition de ses citoyens. Support au centre d'appel, c'est très relié. Budget, on a toujours le défi d'identifier où est-ce qu'on pourrait aller, donc comment est-ce qu'on peut prendre l'historique pour prendre des décisions sur le futur à grande échelle. Au niveau, par exemple, des assurances, détection de fraude, analyse de réclamation, développement de contenu. Développement de contenu, c'est pas mal autodescriptif. Détection de fraude, c'est un peu... traditionnellement, on utilise l'intelligence artificielle plus traditionnelle. Donc, ce qu'on parle de catégorisation, classification. Là où le Gen AI peut devenir intéressant, c'est dans la création de cas pour entraîner des modèles classiques. Donc, créer des nouveaux cas de fraude basés sur des cas de fraude qu'on a déjà connus pour introduire de la variabilité dans les algorithmes d'entraînement. Donc, c'est une utilisation un petit peu twistée de la technologie de Gen AI pour faire interagir les différentes technos ensemble. En termes manufacturiers, industriels, maintenance prédictive, donc simuler des cas problèmes, comment est-ce que le système va réagir, gestion de la chaîne d'approvisionnement, développement de produits. Demandez, si on est en textile, développe-moi un nouveau modèle de chandail. On n'a pas besoin de se casser la tête, l'algorithme va nous aider à faire ça. Donc, vous voyez, quand on commence à explorer ça à très haut niveau, ça peut aller très profond au niveau du potentiel offert par la technologie. Est-ce que je peux donner un exemple? C'était pas Moi, j'aime beaucoup la création de contenu, puis dans l'aspect, beaucoup de la mode. Vous savez, pour les femmes, on veut créer une nouvelle sacoche, on veut voir ce qu'elle a l'air sur nous autres. Ben oui, on peut aller sur Amazon, la porter. Hier, on portait des petites lunettes avec des cœurs pour voir s'ils nous vont bien. Mais alors, on va aller beaucoup plus loin que ça. On va dire, OK, j'aimerais créer par rapport à les dernières 100 années à peu près tous les modèles qui existent avec toutes les couleurs, mais on veut se diriger vers la photo de la nouvelle star qui est là, on veut y ressembler. Mais là, les compagnies vont pouvoir utiliser des modèles génératifs pour développer extrêmement rapidement des nouveaux produits, les publier en web, même en l'espace de quelques jours, quelques semaines, créer des produits. Il n'existe pas, il écrit virtuellement avec le Generative AI. Si la demande est là, il change les chaînes d'approvisionnement et il les crée. Exemple bien simple, mais très rapide. Sans le Generative AI, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas faire. L'idée, c'est quand on parlait d'augmentation de la productivité, optimisation, c'est de ramener des choses qui prennent traditionnellement des semaines, des mois, en un délai beaucoup, beaucoup plus court. Merci pour l'exemple, les gens. Donc, au niveau technologique, je me reprends ici. Il y a 3 cycles. Il y a 3 stages au niveau de l'adoption ou le point de départ en intelligence artificielle générative. Le premier point, c'est s'il n'y a pas d'algorithme qui existe, il faut en entraîner un. Il faut créer un nouveau modèle. On part de zéro. C'est un projet d'envergure, c'est massif. Les organisations qui peuvent faire ce type d'entraînement, créer de nouveaux modèles, ont besoin d'avoir accès à des ressources énormes et avec une compétence très élevée. Donc, il y a très peu d'organisations à travers le globe qui sont en mesure de créer un nouveau modèle et de l'entraîner. En termes de ressources, pour comparer avec les 2 autres prochains stages, on parle de milliers de GPU pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, beaucoup de consommation électrique, beaucoup de cycles d'entraînement. Un exemple, GPT-3, qui est la version précédente de GPT-4 qu'on connaît maintenant, une seule passe d'entraînement, 10 000 cartes graphiques pendant 15 jours. Donc, à garder en tête. C'est assez intéressant de voir l'investissement qu'OpenAI a fait des années et des années avant même qu'on entende le mot ChatGPT dans le marché. Et il y a un investissement de plus de 600 millions de dollars américains pour réussir finalement, 4 ans après, à avoir un modèle. Et la journée qu'ils mettent en ligne le modèle, ils ont déjà besoin d'avoir commandé 1 an ou 2 d'avance pour le prochain modèle de GPT-4. Donc, juste pour vous dire, là, développer un modèle, c'est gigantesque. Merci, Régent. Deuxième stage, le raffinement, c'est-à-dire que c'est une organisation qui va utiliser un modèle déjà développé de façon générale et va venir le spécialiser pour sa propre utilisation. Vous pourriez voir, par exemple, ChatGPT qui vient s'appuyer sur vos données à l'intérieur de votre organisation. Il va vous donner des résultats qui sont pertinents à votre réalité et à vous. Donc, c'est un raffinement.
On ne va pas développer un nouveau modèle. On a quand même besoin d'avoir des ressources GPU. On parle de 4, 8 GPU. C'est encore une fois un ordre de grandeur pour plusieurs heures, plusieurs jours. C'est quand même beaucoup de ressources, mais c'est dramatiquement moins que de l'entraînement initial. Le dernier stage au niveau de l'utilisation, développement de la GenAI, c'est l'inférence. C'est-à-dire qu'on a un algorithme qui est prêt. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend des requêtes et on répond. Donc, c'est très léger, beaucoup plus léger en fait. Et là, on prend un 8 GPU quelques secondes à la fois. L'idée, c'est qu'on est en mesure de répondre aux différentes requêtes au fur et à mesure qu'elles nous sont envoyées. Votre point de départ le plus probable, à moins que vous travailliez pour une corporation multinationale avec des ressources illimitées, vous allez probablement partir avec un algorithme de GenAI que vous allez voir raffiner ou utiliser directement tel quel. Donc, les ressources sont pas mal plus acceptables. C'est définitivement des choses que vous pouvez adresser dans le cadre d'une organisation de taille petite, moyenne ou grande. Et c'est aussi ces deux stages-là qui vont vous donner les bénéfices le plus rapidement au lieu de penser de partir à zéro avec un entraînement complet. Ici, le point de cette diapositive-là, essentiellement, c'est qu'auparavant, l'intelligence artificielle, oui, il y avait des ressources qui étaient requises au niveau de l'entraînement, mais au niveau de l'inférence, la dernière étape, on n'avait pas besoin de beaucoup de ressources. Typiquement, des processeurs classiques pouvaient faire le travail. Ce qui change un peu avec la GenAI, c'est que les cartes graphiques, les GPU, les accélérateurs sont requis dans toutes les phases d'utilisation de ces algorithmes-là. Donc, il faut absolument prévoir dans votre plan d'AI génératif des ressources pour faire le traitement, même au niveau de l'inférence. Ce qu'on voit en bas, c'est essentiellement l'évolutivité des besoins en termes de quantité de données et débit en fonction des diverses technologies d'intelligence artificielle. Analyse de données de base, on n'a pas besoin d'avoir une tonne de données, on va quand même chercher de la valeur de ça. L'apprentissage machine, réseaux neuronaux, beaucoup plus de données, besoin de beaucoup plus de traitements. Puis là, au niveau de l'intelligence artificielle générative, vous l'aurez compris maintenant, ça prend énormément plus de ressources que même l'apprentissage machine initial. Ce que je peux me permettre de dire là-dessus, c'est que tantôt, je vais parler un petit peu plus de stockage en tant que tel, mais il ne faut pas voir vraiment le générative AI de dire, OK, j'ai besoin d'absolument 100% de toutes mes données dans mon entreprise, ce qui représente souvent des dizaines, des centaines, des pétabytes de données. Souvent, on va aller chercher des cas d'usage très, très spécifiques. Puis ça peut être vraiment des fois 1, 2 terabytes de données, même des fois moins, qu'on est capable de monter en mémoire GPU pour faire l'entraînement. Donc, c'est vraiment là que tantôt, je vais parler un petit peu plus d'infrastructures requises, là, mais il ne faut pas penser qu'on a besoin nécessairement d'avoir toutes les grandes unités, les grandes capacités de stockage des OpenAI de ce monde. La qualité des données est plus importante que la quantité, c'est ce que je comprends. Effectivement. Excellent. Il y a des problématiques. GenAI, ce n'est pas la réponse à tout avec des arcs-en-ciel et des pouliches. C'est une technologie informatique. Ça vient avec des points négatifs également. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les contourner. Il faut juste les connaître, les identifier, les adresser correctement. Les hallucinations, c'est un phénomène qui est connu. C'est-à-dire qu'un modèle va créer de l'information, des références qui n'existent pas, puis vont vous les fournir comme si elles existaient. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Fuite de données sensibles. Donc, si vous faites du raffinement sur vos propres données et que vous avez des données sensibles, de la propriété intellectuelle, des choses que vous ne voulez pas qui soient nécessairement publicisées ou transmises à un auditoire particulier, l'algorithme d'intelligence artificielle générative, lui, doit être en mesure de faire la distinction entre ces différents types de données-là pour ne pas justement inclure des données confidentielles ou sensibles à l'intérieur de ces communications. C'est une technologie qui consomme beaucoup de ressources. Donc, électricité, refroidissement, puissance de traitement, stockage, c'est des choses qui viennent avec cette technologie-là. Donc, quand on parle de dizaines de milliers de GPU, faites juste figurer la quantité d'électricité que ça prend, et le refroidissement requis pour tolérer cette charge-là. Je m'excuse, je vais prendre une petite gorgée. Oui, puis je ne sais pas s'il y en a qui ont vraiment expérimenté avec ChatGPT de faire créer des références, on appelle ça des hallucinations. C'est-à-dire qu'on lui demande quelque chose, c'est pas la première, deuxième question qu'on voit ça, mais quand vraiment on commence à l'entraîner, on y parle, on lui demande beaucoup de choses, on essaie d'aller pointu dans un sujet. Maintenant, on va voir les références. Donne-moi des références, ce que tu as trouvé. Et il les invente. Et oui, c'est ça du génératif AI. C'est là qu'il y a un danger. Fait que moi, j'utilise des fois monter des présentations sur des sujets que je ne connais pas du tout, juste pour voir comment est-ce qu'on fait, mais je mets toujours un gros warning parce que faut vérifier ce qui est fait avec du génératif AI dans le monde public présentement. Là. Puis quand on va avoir nos données aussi de compagnie, il va falloir faire encore plus attention parce qu'il pourrait y avoir des réponses qui sont données, des directions qui sont données, mais qui sont en hallucination du système. Fait que c'est là que ça prend vraiment du temps à entraîner le modèle correctement avant de l'étape que vraiment Jonathan parlait, d'être en inférence, en production. Merci, Régent.
Autre aspect non technologique, c'est l'éthique. Donc, quand on prend les décisions, qu'on est un humain, généralement, on est assujetti ou on nous suggère fortement de suivre un code d'éthique ou au moins on a un ensemble de valeurs sur lesquelles on s'appuie pour prendre des décisions. Un algorithme n'a pas forcément ces ensembles de valeurs-là, peut avoir des biais. Donc, l'idée ici, c'est dans tous les projets qui impliquent de l'intelligence artificielle générative, l'industrie recommande fortement, ou même certains corps de contrôle vont s'implanter, si ce n'est pas déjà fait, pour s'assurer que l'utilisation de la technologie soit faite de façon éthique. Chez Dell, on a 5 piliers qui encadrent nos projets d'intelligence artificielle générative. Il faut que ça soit bénéfique, équitable, transparent, responsable et redevable. On ne voulait pas vous ennuyer avec le détail. On comprend ici qu'il y a vraiment un aspect éthique entourant la technologie. Il faut que ça fasse partie des projets. Il faut en tenir compte. Et dans le fond, le but de ça, c'est éviter les biais et puis des problèmes moraux qui pourraient sortir de l'utilisation de ces algorithmes. Donc, Régent, je vais donner la parole ainsi que le clicker. Oui, le gros bouton vert. Oui, monsieur. Amuse-toi. Bien, merci beaucoup. C'est très intéressant ce que Jonathan nous a présenté. Une bonne base pour comprendre c'est quoi le Excusez-moi, j'utilise l'anglicisme GenAI. On le mentionne trop souvent par jour, donc je vais l'utiliser beaucoup. Dans le fond, par où commencer? Ce qui est compliqué, quand on regarde ça, ça fait tout. C'est beau. Mais par où est-ce qu'on commence? Pour les décideurs, quelle est l'application que je veux moderniser? Quel est vraiment le besoin, le workload qu'on va assez? Mais c'est là vraiment que ça devient très complexe de trouver le bon cas d'usage pour aller dans la bonne direction. Fait qu'il ne faut pas penser que notre organisme va arriver et qu'il va faire du GenAI à profusion demain matin à travers un service cloud avec nos données publiques, privées, c'est-à-dire ça prend des étapes. Puis quand on regarde un peu les différentes étapes pour y aller, bien, c'est sûr que Dell a développé beaucoup de modèles dans le fond, puis de code, ce qu'on appelle un validated design, excusez l'anglicisme. Donc, on va vraiment aller, par exemple, sur des exemples de cas d'usage. Donc, quand on détecte un cas d'usage très précis, on va utiliser une plateforme qu'on appelle NVIDIA AI Enterprise. Donc, c'est une plateforme qui est déjà prête à l'utilisation. Je donne l'exemple, juste 2-3 exemples, là, mais les modèles qui sont à l'intérieur de la plateforme, il y en a vraiment des dizaines et des centaines. Donc, je prends par exemple Nemo. Nemo qui est le module de base, dans le fond, pour faire de l'entraînement. Mais ça, on est dans le domaine de la santé, mais on va vouloir utiliser BioNemo pour de la détection, par exemple, de nouveaux médicaments. Si on prend une plateforme d'inférence pour faire de la production, un coup qu'on a fine-tuné un modèle, comme Jonathan expliquait, on va utiliser Triton. Mais tout ça, quand on veut aller déployer ça dans une infrastructure, que ce soit dans le cloud privé ou public, bien, on va regarder comment est-ce qu'on va gérer ça. Parce qu'on ne gère pas un environnement de AI comme on gère un cluster VMware qui roule des VM et des BD. Ce n'est pas du tout la même chose. Fait que c'est là vraiment que ça va nous prendre des outils pour gérer de l'ensemble. Tout ça repose sur une infrastructure logicielle pour, après ça, avoir une plateforme de gestion de l'ensemble des équipements. Chez Dell, c'est sûr qu'on a un très beau portfolio. On a des alliances stratégiques avec VMware et avec NVIDIA, entre autres. On en a plus que ça. Puis, on a vraiment notre série au niveau des serveurs, du stockage, comme par exemple le stockage objet, comme le S3, qui est disponible directement chez Dell, qui parle avec S3, mais qui est aussi local. Puis, on a nos plateformes GPU, NVIDIA principalement. Je vais vous parler des annonces qui vont se faire un petit peu aujourd'hui au cours de la journée au niveau mondial sur des nouvelles annonces d'AMD, justement, sur des produits GPU qui sont annoncés massivement aujourd'hui. Donc, si on regarde un peu pour faciliter les clients dans la mise en route d'environnements comme ça, la plateforme VMware, elle est très intéressante. Premièrement, la plateforme VMware Tanzu, c'est pour avoir des containers, d'être capable d'être flexible, d'être capable de rouler, oui, dans le cloud, mais oui, privé, de le ramener dans nos données. Donc, c'est là vraiment que si on regarde la suite NVIDIA AI Enterprise, c'est un peu comme notre coffre à outils. Notre coffre à outils, pour rouler puis être bien géré, on peut le rouler tout simplement ce qu'on appelle du bare metal, le rouler sur des serveurs, mais on peut le rouler aussi sur la plateforme Tanzu. Et on peut le rouler aussi sur une plateforme VMware Cloud Foundation. C'est là que les clients vont se développer des clouds privés dans leur entreprise avec Tanzu pour être capable de rouler des modules AI dans leur environnement VMware. Remarquez que ça se fait aussi avec des environnements Microsoft. On a choisi quelques sujets aujourd'hui. Mais quand on regarde à l'intérieur de ça, comment est-ce qu'on va faire pour l'implanter de manière très, très rapide?
Bon, il y a toujours la solution, on s'achète de la quincaillerie, on s'achète des switches, des serveurs, on met tout ça ensemble, on installe la couche logicielle. Pour ceux qui ont déjà expérimenté les couches VxRail, une couche VxRail avec VMware Cloud Foundation se déploie d'une manière extrêmement rapide dans des environnements clients. La plateforme GPU, on parle du XE9680, je vais en parler un petit peu, c'est notre plateforme d'AI ultime avec NVIDIA et bientôt aujourd'hui avec AMD. Puis on va parler aussi de tout l'aspect de l'implantation de ça, du suivi. Donc c'est vraiment pour accompagner l'ensemble des clients dans une infrastructure qui est déployable très rapidement. Fait que je vais mettre une grosse diapositive, elle est épeurante, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais dans le fond, si on regarde, ce qu'on veut, c'est trouver des cas d'usage pour accélérer les bénéfices. Il faut que ça y aille rapidement. Parce que si on prend trop de temps à trouver quel matériel, quel serveur, tout ça, on perd du temps pour nos projets, pour mettre en production. Puis, il faut penser qu'on va commencer petit, puis on peut avoir une croissance extrêmement rapide. Je peux vous dire que je connais bien l'infrastructure qu'OpenAI a mis en place, on l'étudie grandement, puis on a des clients présentement, même au Canada, un très grand client canadien qui est en train de se créer une infrastructure encore plus grosse qu'OpenAI, et il n'avait pas prévu que ça allait grandir aussi vite que ça. Puis après ça, tous les défis au niveau de la sécurité, on a parlé de fuite de données, la confiance. Fait que c'est sûr que dans les trois grands piliers, Dell est capable d'accompagner les clients au niveau des services, mais pas juste des services en tant que tel au niveau du matériel, mais des services au niveau du déploiement de grappes d'intelligence artificielle. Présentement, dans un grand client, on est en train d'en déployer une très, très grande grappe, elle coûte plusieurs millions de dollars, mais on peut le faire dans des modèles beaucoup plus petits aussi avec quelques unités. C'est sûr qu'on a tout l'aspect support avec la couche, ce qu'on appelle Open Manage. Pour ceux, les clients qui ont beaucoup d'équipements Dell sont habitués de travailler dans leur interface Open Manage, de gérer l'ensemble de l'infrastructure. Mais tout ça pour être capable d'avoir le traitement de l'information le plus rapidement possible. Donc, c'est là qu'on va aller choisir, par exemple, les séries XE, qui est des serveurs spécialisés en intelligence artificielle chez Dell. On a différents modèles avec 1, 2, 4, 8 GPU. Mais vraiment, la machine la plus populaire, là, c'est le 9680 qui a 8 GPU NVIDIA. Quand il est sorti, on disait « Oh, qui va acheter ça à ce montant-là? » Finalement, on fournit, il y a des délais un petit peu de quelques semaines, quelques mois, mais la demande, elle est incroyable. Et pas juste les grands clients américains. On a de la demande locale au Québec. Il y en a déjà en commande, déjà qui sont en train d'implanter des technologies comme ça qui sont tout nouvelles sur le marché. Bien sûr, je dois parler de stockage, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, il faut avoir du stockage ultra rapide. Mais ce qu'on fait beaucoup, c'est ramener les données à l'intérieur de la mémoire des GPU le plus rapidement possible et avoir une technologie de disque à l'intérieur du serveur. Donc, voyez-les comme pas de stockage externe, on peut mettre vraiment du stockage ultra rapide, que toutes les données sont partagées à même les nœuds GPU. Donc, il y a des suites de logiciels qu'on travaille avec des partenaires pour avoir ça directement dans les unités. Bien sûr, c'est les données qu'on utilise à tous les jours. Donc, on a aussi la plateforme PowerScale qu'on appelle pour être capable d'avoir des données non structurées. Donc, des données NFS, des données CIFS, des données S3, du Object Storage. Donc, c'est là-dedans qu'on va vraiment créer ce qu'on appelle notre data lake pour être capable d'avoir l'ensemble de nos informations, pour être capable de les amener en GPU pour être vraiment processées rapidement. Bien sûr, on a une suite de réseautique. On a vraiment pris un très grand virage, je dirais, il y a environ 2 ans chez Dell au niveau de la réseautique. On est allé avec le standard vraiment de Microsoft et de Broadcom, qui est Sonic. On a fait nos premiers déploiements l'été passé de Sonic Enterprise dans des très grands centres de données ici au Québec, dans des très grands centres de recherche. D'ailleurs, le plus grand centre de recherche utilise cette technologie-là. Fait qu'on est dans un monde ouvert où un système d'exploitation des switches qui est facilement gérable puis qui est vraiment axé pour être capable de transporter vos données entre le cloud et vos environnements locaux. Donc, la slide, elle est très, très lourde. J'en passe, mais je veux vraiment spécifier aussi qu'on a beaucoup de partenariats, par exemple avec Copperflow, avec RunAI. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que Dell a créé un portfolio, ce qu'on appelle des validated design, avec l'ensemble de ses fournisseurs et ses partenaires. Donc, Dell, on est vraiment là pour vous aider dans vos projets, autant au niveau de l'analyse des cas d'usage que vraiment de mettre en place des infrastructures. Fait que si on regarde le fameux unité haute évolution, dernière génération, Sapphire Rapid d'Intel, on parle de machines de 112 cœurs, des serveurs de 112 cœurs à l'intérieur, avec une plateforme de 8 GPU H100. Tout ça est avec les derniers cris de mémoire, donc on peut mettre des térabytes de mémoire à l'intérieur et pleinement compatible
avec la suite d'NVIDIA et Enterprise. Donc, vous n'avez pas à aller downloader le code NVIDIA, l'installer, tout ça, ça vient avec l'équipement et nos services prennent en charge l'implantation de tout ça pour vous, ainsi que la formation avec notre partenaire NVIDIA et avec VMware. Donc, dans un écosystème d'intelligence artificielle, c'est vraiment important d'accélérer. On dit time to market. Il faut être capable de développer des cas d'usage, aller en intelligence artificielle pour les passer en production rapidement, pour être plus compétitif. C'est là que c'est important d'avoir des plateformes très, très rapides. Je reviens sur cette slide-là parce que c'est très, très important. C'est des unités comme ça de dernière génération qui alimentent les ChatGPT de ce monde. Bon, ChatGPT 3 est avec les A100. On est déjà rendu à H100. Je suis chanceux, j'arrive de Supercomputing à Denver, puis ils ont annoncé la H200 pendant que AMD annonce sa MI300X, qui est l'équivalent, pendant que Intel annonce Gaudi 2 et Gaudi 3, qui est les nouveaux GPU. Fait que, comme vous voyez, l'ensemble des trois plus grands manufacturiers, Intel, AMD et NVIDIA, vont dans le GPU. Et oui, NVIDIA va aussi dans le CPU. Donc, on va avoir les trois compagnies qui vont se battre autant au niveau des CPU et des GPU. Donc, ça va permettre d'avoir un peu plus de disponibilité. Parce que présentement, les disponibilités, c'est des bons défis. Donc, c'est vraiment là qu'on va avoir une compétition entre les différents fournisseurs puis qui vont avoir plus de disponibilité et espérant que ça fasse baisser les coûts aussi pour développer de l'intelligence artificielle. Je termine en disant que oui, quand on regarde des unités comme ça, c'est extrêmement puissant. Oui, c'est cher, mais on peut avoir des cas très particuliers où on va avoir des cas d'entraînement, de fine-tuning, comme Jonathan expliquait, qu'on prend un modèle puis qu'on l'entraîne, par exemple, avec nos données financières, nos données de santé, nos données de personnel, de ressources humaines, qui est dans un silo, par exemple, qui utilise une petite partie de la machine. Puis, on a un nouveau modèle, un petit chatbot qu'on commence à expérimenter vraiment là, dans le domaine de contact avec le citoyen, par exemple, dans le cas d'une ville, qu'on le déploie de manière très modeste dans une partie de la machine. Donc, tout ça de manière virtuelle et dynamique. Fait qu'on est habitué avec VMware d'avoir des partitions, de tuner ça. Là, on va vraiment aller à l'intérieur des unités pour faire vraiment cet ajustement-là, pour avoir plusieurs utilisateurs en même temps sur les unités. Donc, si on regarde, ça commence très petit avec 2 serveurs, mais j'aime bien cette slide-là parce qu'on parle de 10 kW. Puis regardez, on est rendu avec des cabinets de 95 kW par cabinet. Mon client présentement a 37 cabinets de 40 kW. Imaginez l'alimentation électrique qu'on a besoin. Donc, cette slide-là, je l'aime juste pour montrer de penser à la consommation électrique, penser à la grandeur que ça va avoir, la chaleur que ça va dégager. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment qu'on travaille avec des partenaires de colocation aussi. On a ce qu'on appelle HPC as a Service. Donc, on est capable vraiment d'avoir différentes unités pour différents besoins aussi. Mais tout ça, on examine beaucoup le centre de données. Fait que Jonathan, c'est mon résumé un peu de l'infrastructure validée de Dell avec NVIDIA et avec VMware. Fait que ça te tente de présenter les avantages? Oui, je m'en occupe. Parfait. Yes. Merci. Donc, l'avantage que Dell apporte aujourd'hui avec ses designs validés, c'est essentiellement de simplifier la route vers l'adoption et l'utilisation de la Gen AI. Je ne vais pas nécessairement lire les avantages que vous voyez à l'écran. Vous pouvez les lire comme moi. Mais c'est vraiment ça la valeur. Donc, un écosystème de services, de soutien technique, les architectures validées, la fameuse diapositive qui était très lourde. L'idée, c'est de vous montrer qu'il y a une certaine complexité, évidemment, il y en aura toujours une, mais c'est de vous accompagner et de rendre ça simple. C'est un peu ça l'idée. C'est garder la flexibilité du portfolio que Dell a, mais en ayant des designs validés pour simplifier et accélérer la route vers l'intelligence artificielle générative pour vous. Donc, c'est essentiellement ça ici, les éléments à garder en tête, identifier les cas d'usage, les bénéfices pour prioriser les projets, parce qu'il va en avoir un et un autre. S'assurer qu'on puisse vous accompagner là-dedans. On a, comme je le mentionnais, toute offre de service pour le faire. La sécurité, je pense que c'est un des éléments que je n'ai pas couvert encore, mais la sécurité doit faire partie de l'équation à partir du jour 1. L'idée, c'est de voir comment est-ce que Dell peut vous accompagner dans vos prochaines étapes. C'est un peu le message qu'on veut vous laisser avant de vous quitter parce que c'est notre avant-dernière diapositive. On va avoir quelques minutes pour les questions si vous en avez. Mais essentiellement, c'est quoi la prochaine étape? Dell, ITI, on est là pour vous accompagner dans vos projets.
et aussi dans vos projets d'intelligence artificielle. On peut utiliser les designs validés. On a des services de consultation pour vous aider à identifier des cas d'usage, puis encadrer tous les défis dont on a parlé aujourd'hui. On a des centres de solutions clients, c'est-à-dire on est en mesure de vous faire des démonstrations, aller voir les outils de gestion des systèmes en production. Laboratoire d'innovation HPC, on collabore, on a collaboré, on continue de collaborer avec des instituts de recherche ici même au Québec où ils ont besoin d'avoir des ressources, des technologies de pointe. On va leur donner un accès. On a des centres de données HPC à la fine pointe et ça nous fait plaisir de le partager et aussi l'expertise pour tester certains cas d'usage. Puis, bien, on peut aussi commencer la conversation avec un de nos spécialistes local pour discuter de vos projets en intelligence artificielle. Puis après ça, voir comment est-ce qu'on intègre tout ce dont on vient de parler aujourd'hui dans une aventure pour arriver à livrer ces belles technologies-là qui viennent avec des avantages majeurs et c'est très, très transformationnel. Je peux peut-être ajouter, c'est vraiment important, quand on parle de nos centres de développement d'intelligence artificielle, il ne faut pas penser que c'est juste les grosses compagnies américaines qui les utilisent. Moi, je peux vous dire depuis 3 ans qu'on a nos clients que je ne peux pas mentionner malheureusement en salle, mais pensez à l'intelligence artificielle, l'ultime, on va dire, non-profit organization qui l'utilise. Et on a passé des mois et des mois à travailler en collaboration et ils ont même eu accès à des produits même pas annoncés sur le marché pour tester les nouveaux modèles d'intelligence artificielle avant même qu'ils soient lancés pour les aider. Donc, on travaille en étroite collaboration avec nos clients pour développer justement des technologies et ça se fait avec des clients justement du Québec, du Canada. Donc, c'est accessible aux clients. Merci. Merci, Régent. On est ouvert aux questions. Il nous reste 8 minutes 25, 24, 23. Il y a un micro juste ici. Si vous ne pouvez pas vous lever, on va simplement répéter la question. Est-ce que vous avez des questions? Personne ne se risque pour une question. C'était très clair. C'était très, très clair. On a un booth dans le salon. Vous êtes bienvenus. On va être dans le coin, l'équipe de Dell Technologies. Donc, si vous voulez venir nous voir pour discuter, ça va nous faire plaisir de ce sujet-là ou d'autres sujets. Puis, on va prendre les 7 minutes 51, 50, 49. On va être ici en avant. Donc, si jamais vous voulez nous voir, on est là. On est approchable. Merci beaucoup de votre temps. Très, très apprécié que vous soyez venus aujourd'hui. Merci.